Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Elle ne fuyait pas sa vie, elle cherchait simplement plus. Derrière ce sourire, il y avait un manque que personne ne voyait. Quand l'avion a quitté Abidjan, elle ne savait pas encore que ce voyage allait lui coûter bien plus qu'elle n'imaginait. La richesse est entrée dans sa vie sans bruit. Mais certaines portes ne s'ouvrent jamais gratuitement. Derrière celle-ci, ce n'est pas le luxe qui attendait, c'était le prix à payer. Aïcha a grandi à Abobo, dans une de ces maisons simples où tout est à sa place, où les règles sont claires sans même avoir besoin de les dire à voix haute. Sa mère était la première debout, bien avant que le soleil ne se décide à pointer le bout de son nez. Son père, lui, ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot qu'il prononçait avait le poids d'une certitude. Il n'y avait pas de cris, pas de désordre, juste une vie modeste, bien rangée, où chaque jour ressemblait au précédent. Puis il y a eu l'université d'Abidjan. Et là, Aïcha s'est mise à briller. Elle était intelligente, ça, tout le monde le voyait. Mais elle était aussi discrète, belle, mais d'une beauté naturelle, qui ne cherchait pas à attirer l'attention, mais qui la captait quand même, sans effort. Une beauté qui attirait sans jamais provoquer. Elle était cette fille que l'on remarque pour son calme et son intelligence, une présence apaisante dans le brouhaha constant de la vie étudiante. Seulement, autour d'elle, quelque chose a commencé à la déranger, une sorte de dissonance qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Les autres filles, ses camarades, semblaient déjà avoir franchi une ligne d'arrivée invisible. Elles avaient les derniers téléphones, ceux dont on ne voit la pub qu'à la télé. Leurs soirées se passaient dans des restaurants chers, où les plats avaient en fait des noms compliqués. Elles parlaient en feu de voyage, de week-end à la plage, d'achats dans des boutiques de luxe. Et le plus troublant, c'est que certaines d'entre elles venaient de familles encore plus modestes que la sienne. Ce décalage a commencé à créer une petite fissure dans le monde bien ordonné d'Aïcha. Le malaise n'est pas arrivé d'un coup. Ce n'était pas un choc ni une chute brutale. C'était plutôt comme une marée montante, lente et silencieuse. Une question a commencé à tourner en boucle dans sa tête. Une question qu'elle n'osait formuler à voix haute. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Elle voyait leur aisance, leur insouciance, et elle se sentait de plus en plus à la traîne, comme si elle courait une course dont elle ne connaissait même pas les règles. Ce sentiment, ce manque invisible, a commencé à creuser un vide en elle, un vide qu'elle ne savait pas comment combler. C'est à ce moment-là que le docteur Karim est entré dans sa vie. Il était plus âgé, bien sûr. Il était installé, stable, avec une carrière et une situation que beaucoup enviaient. Surtout, il était généreux. Quand il s'est rapproché d'elle, personne n'a vraiment été surpris. Ce n'était pas un scandale, juste une suite logique pour beaucoup. Il l'écoutait, vraiment. Il s'intéressait à ses études, à ses ambitions. Et puis, il payait. Il payait les restaurants, les petites sorties, les livres dont elle avait besoin. Aïcha, au fond, ne cherchait pas le grand amour. Elle ne rêvait pas de romance passionnée. Ce qu'elle cherchait désespérément, c'était de ne plus avoir cette sensation d'être en retard sur la vie, de ne plus se sentir à la marge. À la maison, ses parents ne voyaient rien de tout ça. Pour eux, Aïcha était la fille parfaite, celle qui réussissait. Ils voyaient ses bonnes notes, son sérieux. Ils étaient vantés fiers de leur fille qui traçait son chemin à l'université, un chemin qu'eux-mêmes n'avaient jamais pu emprunter. Ils voyaient la surface brillante, sans soupçonner les courants troubles qui agitaient les profondeurs. Leur fierté était un bouclier qui les empêchait de voir le malaise qui grandissait en elles. Et puis, un soir, la nouvelle est tombée, aussi sèche et définitive qu'un coup de marteau. L'université coûtait trop cher. Les fins de mois étaient ceux de plus en plus difficiles. Ses parents ont tourné autour du pot, puis les mots ont été lâchés. Ils ont parlé de Lagos, au Nigeria. Une opportunité, disait-il. Une chance pour elle de se chercher, de travailler, de grandir différemment. C'était une façon polie de dire qu'ils ne pouvaient plus la soutenir. Au début, Aïcha a protesté. Elle a crié. Elle a pleuré. Comment pouvait-il lui demander d'abandonner son rêve, sa seule voie de sortie? Puis, le silence. Un silence lourd, pesant. Et dans ce silence, une idée a commencé à germer. Une idée dangereuse, excitante. Lagos. Lagos, ce n'était pas seulement le travail et les petits boulots. Lagos, c'était la ville des puissants,
des hommes d'affaires, des fortunes qui se font et se défont en un clin d'œil. C'était une autre échelle, un autre jeu. L'idée a pris racine, et soudain, l'horizon semblait moins sombre. Le jour du départ, à l'aéroport, l'ambiance était chargée d'émotions non dites. Sa mère pleurait, mais en silence, comme si elle ne voulait pas déranger. Les larmes coulaient sur ses joues sans un bruit. En la serrant dans ses bras, elle lui a murmuré à l'oreille une phrase qui allait la hanter. « Même quand tout va bien, ma fille, n'oublie jamais de prier. » C'était un conseil, mais aussi un avertissement. Aïcha, elle, souriait. Un sourire forcé peut-être, mais un sourire quand même. Elle affichait une confiance qu'elle était loin de ressentir. Une fois dans l'avion, alors que l'appareil prenait de la vitesse sur la piste, deux voix ont commencé à se battre dans sa tête. La première, pleine d'espoir et d'ambition, lui disait « Tu vas réussir, tu vas leur montrer à tous ». La seconde, plus sombre, plus inquiète, lui murmurait en retour « Oui, mais à quel prix ?» L'avion a décollé, l'emportant loin d'Abidjan, loin de tout ce qu'elle connaissait, vers un avenir aussi prometteur qu'incertain. Le vrai voyage ne faisait que commencer. Lagos ne demandait jamais si tu étais prête. Elle frappait fort, sans prévenir. Pour Aïcha, c'était 3 mois de loyer d'avance. Un studio complètement vide, un simple matelas posé au sol, un ventilateur qui tournait avec fatigue et une unique fenêtre qui donnait sur le bruit incessant de la ville. C'était ça, son nouveau départ. Chaque jour, Aïcha cherchait du travail. Elle marchait des heures sous un soleil écrasant, un sourire forcé collé au visage. À chaque appel, elle mentait à ses parents, leur répétant la même phrase « Tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Elle y croyait presque elle-même. Et puis un jour, l'appel est venu. Celui qui change tout. Un hôtel de luxe, un de ces palaces qui brillent au cœur de la ville. Dès qu'elle a franchi les portes, elle a déjà été frappée par le contraste. Le marbre froid sous ses pieds, l'air climatisé qui glaçait la peau, les silences polis qui flottaient entre les clients et le personnel. Le manager, un homme du nom de Monsieur Sadik, parlait d'une voix douce, presque trop calme. Il lui a offert un poste de réceptionniste. Quand il a annoncé le salaire, Aïcha a cru rêver. Le chiffre semblait irréel, sorti tout droit d'un conte de fées. Sans la moindre hésitation, sans même prendre le temps de réfléchir, elle a accepté. C'était sa chance, elle le sentait. À son nouveau poste, Aïcha observait tout. Elle était fascinée par ce monde qui n'était pas le sien. Les montres qui valaient beaucoup plus que son loyer annuel. Les voitures de sport qui se garaient devant l'entrée. Les hommes qui entraient avec une assurance désarmante, comme si le monde entier leur appartenait. C'est dans ce décor opulent qu'elle a entendu son nom murmuré pour la première fois. Un nom qui revenait souvent dans les conversations à voix basse du personnel, Monsieur Calu. On disait de lui qu'il était immensément riche, incroyablement solitaire. Toujours calme, presque distant. Il était souvent absent, en voyage d'affaires, et pourtant sa présence semblait planer sur l'hôtel en permanence. Des histoires qui circulaient à son sujet. Des rumeurs de femmes qui étaient en partie aussi soudainement qu'elles étaient arrivées. Des mariages qui n'avaient enduré que quelques mois. Des silences qui en disaient long sur les secrets qu'il gardait. Mais ces histoires, loin de l'effrayer, ne faisaient qu'attiser la curiosité d'Aïcha. Elle voulait le rencontrer. Elle a insisté auprès de ses collègues, de Monsieur Sadik, jusqu'à ce qu'on accepte de la lui présenter. Le dîner fut d'une simplicité surprenante. Pas de grandes déclarations, pas de promesses en l'air, juste un regard lent, précis, pesant, un regard qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Monsieur Calu voyait au-delà de son sourire, au-delà de son ambition. Il voyait sa détermination, sa faim de réussir. Quelques semaines plus tard à peine, Aïcha quittait son petit studio. Elle emménageait dans une nouvelle maison. Une maison immense, trop grande pour elle, trop silencieuse. Le mariage est arrivé vite, trop vite. C'était comme un tourbillon qui l'emportait, et elle se laissait faire, étourdie par la vitesse des événements. Ses parents, au village, remerciaient Dieu pour cette bénédiction inespérée. Sa mère priait encore plus fort qu'avant, convaincue que sa fille avait trouvé le bonheur et la sécurité. Et en apparence, c'était le cas. Aïcha
avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Les voitures de luxe, les sacs de créatures, les voyages aux quatre coins du monde. Elle vivait une vie de princesse, mais un détail étrange a commencé à l'inquiéter. Chaque mois, toujours à la même période, quelque chose disparaissait de la maison. Un petit objet, un bijou, parfois juste une sensation de vide, comme si une partie de son environnement s'effaçait. Parallèlement, son propre corps changeait. Une fatigue persistante s'installait. Des vertiges la prenaient, sans crier gare. Elle se sentait vide, vidée de son énergie. Et puis, il y avait cette porte. Une porte au fond d'un couloir, que M. Calu lui avait formellement interdit d'ouvrir. Une porte qui restait toujours, désespérément, fermée à clé. Qu'y avait-il derrière? Pourquoi ce secret? Les questions tournaient en boucle dans sa tête, mêlées à une angoisse grandissante. Cette maison parfaite commençait à ressembler à une cage dorée, et Aïcha sentait que la clé de l'énigme se trouvait derrière cette porte close. La fatigue qui s'insinuait en Aïcha n'était plus une ombre discrète. Non, c'était devenu une présence lourde, constante, qui s'installait dans ses os, dans son esprit. Elle se sentait vidée jour après jour. Les médecins, malgré tous leurs examens, restaient vantés perplexes. Ils ne comprenaient pas l'origine de ce mal qui la rongeait de l'intérieur. Ils parlaient encore de surmenage, de stress, mais leurs mots sonnaient qu'en creux. Son mari, lui, continuait de jouer son rôle à la perfection. Il payait les factures des meilleurs spécialistes sans jamais discuter. Il affichait ce sourire rassurant, presque trop parfait, avant de repartir pour un de ses nombreux voyages d'affaires. Des déplacements de plus en plus fréquents, de plus en plus longs. Il était là sans être là, une présence fantomatique dans sa propre maison. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, à Abidjan, une mère ne trouvait pas le sommeil. La mère d'Aïcha priait. Nuit et jour, elle sentait que quelque chose n'allait pas, une intuition maternelle plus forte que n'importe quel diagnostic. Ces nuits étaient repeuplées de rêves étranges, agités. Des visions de combats acharnés, des cris déchirants qui la réveillaient en sursaut, le cœur battant la chamade. Elle se battait dans un autre monde, un monde invisible pour sa fille. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence pesant, Aïcha s'est levée pour boire un verre d'eau. En passant devant la porte de cette fameuse chambre interdite, sa main a frôlé la poignée. Une chaleur intense, anormale, irradiait du métal. Une chaleur qui n'avait rien de naturel. Surprise, effrayée, elle a reculé d'un bond, le souffle coupé. La porte semblait vivante, pulsante. Peu de temps après, son état s'est brusquement aggravé. Elle a été admise à l'hôpital en urgence. Les médecins n'étaient pas pessimistes, la voyant décliner à une vitesse alarmante. Et puis, aussi soudainement que la crise avait commencé, son état s'est stabilisé. Du jour au lendemain. Sans aucune explication logique, sans aucun nouveau traitement. C'était comme si une force obscure qui la tirait vers le bas avait soudainement relâché son emprise. Cette nuit-là, loin de l'hôpital, dans le monde des rêves et des prières, quelque chose avait résisté. Une mère avait remporté une bataille. Une semaine plus tard, la nouvelle est tombée. Brutale, inattendue. Son mari ne s'est jamais réveillé. Le rapport officiel parlait d'un arrêt cardiaque foudroyant. Rapide, silencieux. Aucun signe avant-coureur. Un homme en pleine santé, parti dans son sommeil. La nouvelle a laissé Aïcha dans un état de choc. Un vide étrange où le deuil se mêlait à une forme de confusion. En tant qu'unique héritière, Aïcha s'est retrouvée à la tête d'une fortune colossale. Les entreprises, les propriétés, les comptes en banque, tout lui revenait. La richesse dont elle avait à peine osé rêver était désormais sienne. Mais avec la richesse est venu le silence. Un silence assourdissant dans cette immense maison. Un silence qui pesait plus lourd que n'importe quelle dette. L'absence de son mari créait un vide, mais un vide qui semblait déjà là bien avant sa mort. C'est alors qu'une lettre est arrivée, une simple enveloppe glissée sous la porte. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un papier de luxe, avec quelques mots tracés d'une écriture élégante, mais sans aucune signature. Le message était court, énigmatique. Ce que tu possèdes n'est pas encore à toi. Entre dans la chambre, mais pas comme les autres. Pas comme les autres.
Ces mots y résonnaient dans son esprit. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui étaient-en ces autres? Aïcha est restée là, immobile, devant la porte de la chambre interdite. La poignée semblait la narguer, promesse d'une vérité terrifiante. Elle comprenait maintenant. Ce n'était plus une question d'argent, de luxe ou de statut social. C'était devenu une question d'âme. Son âme. Le prix qu'elle devait payer pour cette fortune n'était pas financier. C'était un pacte dont elle ne connaissait pas encore tous les termes. Devait-elle ouvrir cette porte et affronter ce qui se cachait derrière? Ou devait-elle tout abandonner et fuir? Et l'histoire, pour l'instant, s'arrête là, suspendue à ce choix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à sa place. On se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir écouté.